Bonjour à tous. En tant que président de l'association Ressources Aix-en-Provence, j'ai l'honneur de déclarer ouvert le 7e colloque organisé par notre association. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Nous avons la chance de pouvoir accueillir des intervenants de grande qualité que je remercie sur le thème « Un autre regard sur le cancer ». Très bonne journée à tous et j'appelle le docteur Jean-Louis Mouisset, fondateur. Je peux pas cacher mon émotion de cette journée. Voilà, c'est extraordinaire la puissance de l'être humain quand il se réunit comme ça sur une même cause, où chacun donne finalement le meilleur de soi. On a tous nos parts d'ombre. Mais là, on choisit d'être là pour la lumière, être ensemble pour une cause qui est juste et qui est belle. Et je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je pense que ça va être une journée où on va apprendre beaucoup de choses, mais on va aussi recevoir énormément. Alors, je vous invite vraiment à écouter et laissez-vous porter par les orateurs toute la journée. Il y a un replay la semaine prochaine. Normalement, on doit pouvoir arriver dès la semaine prochaine, à l'avoir sur le site de ressources. Et donc disponible pour tous les centres ressources. Il y a des représentants de Saint-Avold, de Montélimar. Mais il y a bien des gens derrière qui n'ont pas pu venir. Et l'idée, c'était vraiment qu'aujourd'hui, ça reste, c'est enregistré. Donc les problèmes techniques, ne prenez pas de notes aujourd'hui. Vous retournerez au replay si vous voulez. Voilà, je vous invite vraiment écoutez le cœur des orateurs, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et j'espère qu'ils vont vous apporter beaucoup. Donc ça fait 15 ans que l'on fait ces colloques, un autre regard sur le cancer. Une phrase qui pouvait paraître mystérieuse au départ, et vous l'avez bien compris, je pense, en fait. C'est une posture que l'on a choisie, une vision qu'on a choisi d'avoir depuis le début à Ressources, qui est, on choisit de porter notre regard non pas sur la maladie, mais sur la personne, sur l'être touché par le cancer. Et ça change tout. Et ça change tout, et ça contamine, ça se transmet. Et clairement, en France, ça s'est répandu, d'ailleurs, 8 centres ressources, mais d'autres initiatives aussi, jusqu'à arriver à ce concept qui vient jusque dans le champ de la médecine, de la science, et du coup, on l'appelle l'oncologie intégrative. Voilà, un terme sur le coup qui peut poser question. Et on va voir durant cette bonne heure, cette très bonne heure, je vous invite à suivre et à mieux comprendre ce qu'il y a derrière ce terme, les enjeux qui sont là, les promesses. Et c'est vrai aussi, du coup, les obstacles, les difficultés, les peurs, les réticences qui vont peut-être, qui se présentent de façon évidente à nous et qu'il va falloir traverser. Donc, une clé de lecture, par contre, durant cette heure, comme je vous ai dit, ne cherchez pas à lire toute la diapo, elles sont parfois chargées, et c'est volontaire parce que je veux bien montrer que c'est sourcé. Ce que je dis est sourcé, il y a des faits. Parce que trop souvent on entend il n'y a pas de preuves, mais c'est sourcé. Alors vous pourriez retourner, comme je vous ai dit, aller voir, regarder en détail. On y va. Donc on y va directement dans la définition de cette oncologie intégrative. Vous voyez tout de suite 2003, en fait, oui, au niveau international. Depuis 2003, il existe une société internationale d'oncologie intégrative. La SIO, et elle nous avait parrainé d'ailleurs dans les années 2008-2009. On n'a pas demandé après, mais ils étaient enchantés de ces premiers colloques que l'on avait fait.
Vous noterez dans le début de la définition, l'oncologie intégrative est une approche centrée sur le patient. Donc ça, c'est un mot-clé. Hein. Et vraiment, vous voyez, on retrouve ce qu'on a dit là, centré sur le patient. Et d'ailleurs, si on regarde le... Ça ne marche pas. Il marchait super bien, hier. Hein. Ah, voilà. Et donc, regardez ici, the focus is the patient. Ça, c'est la 11e conférence, je crois. Il le mettait, quoi, hein, clairement. The focus. Le focus, c'est le patient. Donc, effectivement, du coup, quand on lit la suite, eh bien oui, l'oncologie intégrative utilise les techniques psychocorporelles, les techniques, les produits naturels, les changements de mode de vie, issus de différentes traditions médicales. On dit tradition parce que, ben oui, il y a des traditions qui ont juste 4000 ans, même voire plus, 10 000 ans. Donc si elles ont traversé les âges, certainement qu'elles ont de la valeur. Et qui sont proposées en complément. En deuxième mot-clé, en complément. N'ayez pas peur, tous ceux qui ont peur de ces approches complémentaires. On n'a absolument pas la prétention de remplacer ce que la médecine conventionnelle sait très bien faire. Et puis si on poursuit, elle a pour but d'optimiser la santé, la qualité de vie, les résultats thérapeutiques. Voilà, c'est quand même, il y a quand même de l'ambition. Hein. L'objectif, c'est d'aider les gens à aller mieux, mais même si on peut aller plus loin, rendre les traitements plus efficaces. Bien sûr, on ne va pas s'en priver. Il y a derrière, comme on est focusé sur le patient, ben oui, on ne cherche pas à renforcer les traitements, en fait. On cherche à renforcer le patient, le rendre plus fort face à l'adversité de la maladie, des traitements. Donc le rendre plus fort. En anglais, ils sont toujours très forts avec des mots, ils disent tout. Empower cancer patients. Hein, rendre les patients plus forts. Ça veut dire ça. Et là, clairement, c'est les aider à devenir acteurs et pas juste compliants. Hein, on va utiliser ce terme, vous allez l'entendre plusieurs fois. Compliant, c'est je suis bien les traitements. Mais on peut aller encore plus loin. Hein, être dans l'alliance thérapeutique. Et donc pour ça, il faut bien sûr donner des moyens aux personnes qui sont à certains moments terrorisées, terrassées par la souffrance, par la fatigue et autres, ben, leur donner les moyens de devenir vraiment se relever et devenir acteurs. Voilà, au-delà des traitements anticancéreux. Ce n'est pas un remplacement. Donc c'est bien posé, et après, dans les faits, il faut y aller. Alors, effectivement, en France, si on regarde en France, en 2008, on pose ces jalons-là déjà dans le premier colloque en 2008. Cette intention-là, il y a le centre qui devient une action concrète de cette démarche et de ce choix, avec le centre ressources à Aix, et très vite Montélimar en 2016, et puis 8 centres maintenant. En février, c'est Gap qui nous a rejoints. Donc il y a 8 centres ressources. Et il y a évidemment d'autres expériences qui sont mises en place en France. Alors, je ne les ai pas toutes citées, mais par exemple, à l'Institut des patients, les amis de l'Institut du Centre anticancéreux de Dunkerque, avec le docteur Wagner, l'Institut Raphaël avec le docteur Toledano en 2018. Et puis c'est une évidence qu'on se focus sur le patient. Mais si le patient il change, ça va déséquilibrer la relation avec le thérapeute, hein, s'il ne change pas. Donc il y a une nécessité aussi pour le thérapeute, enfin les thérapeutes, donc je veux dire les médecins, les professionnels de la santé, paramédicaux et autres, de se réajuster. Et ça, c'est Chloé Bramy qui l'a bien compris et qui du coup a décidé de créer une école en septembre qui s'appelle MU. Et oui, il y a une mutation, une vraie MU qui s'opère pour les soignants. Là, c'est pour les soignants, cette école, pour qu'ils soient prêts à accompagner des personnes qui du coup deviennent parfois des extraterrestres. Hein. Un patient qui m'appelle, qui me dit « Docteur, je ne vais pas bien, j'ai le bras paralysé. Ah ben il faut faire une IRM. Ça y est, j'ai pris le rendez-vous. » Voilà. Des gens qui sont capables de se prendre en main tellement qu'ils sont... Je suis juste là pour dire « Ok, c'est bon. » Bonne nouvelle, 20 ans après, mais on y est arrivé en France, on crée la Société française d'oncologie intégrative, francophone, avec les Belges. Elle est présentée au congrès, là, de septembre, au congrès de médecine intégrative à Rome. Donc ils étaient contents, les autres Européens, de voir que les Allemands, qui sont bien en avance aussi, de voir qu'on rejoignait le train, et qu'on avait déjà quand même des expériences. On n'arrive pas tout sans rien, on a déjà des expériences.
Alors, cette médecine intégrative, et donc après, si on l'applique à la cancérologie, mais la médecine intégrative, ouais, dans cet idéal, c'est ça. C'est une roue avec différentes techniques, et notamment donc, les médicaments, les techniques médicales, chirurgicales, radiothérapie, hein, toutes les médecines conventionnelles. Mais vous voyez, personne n'est avant l'autre, tout le monde est sur ce cercle, sur la même place. Il n'y a pas de hiérarchie, et c'est le patient qui est au centre. Et c'est lui qui pilote, comme un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre n'est pas spécialiste, il ne sait pas construire une maison, il n'est pas architecte. Mais c'est lui qui doit décider quand même, parce que c'est sa maison. S'il laisse les clés au maçon et à l'architecte, vous le savez tous, c'est fini. Vous n'aurez pas la maison que vous vouliez. Hein. Vous êtes obligé d'être là, même s'ils sont bienveillants. Ils ne savent pas ce que vous voulez. Et voilà, vous devez être le maître d'œuvre pour dire « je fais ce choix-là » ou celui-ci. Et donc là, dans cette idée de la médecine intégrative, il y a cette roue avec l'importance des médecines conventionnelles et pourquoi pas cette complémentation de médecine nutritionnelle, du mode de vie, les médecines corps-esprit, énergétiques, les techniques de manipulation corporelle. Bon, chacun se retrouvera dans une case, même si peut-être que c'est trop catégorisé, mais il faut bien mettre dans une catégorie pour y comprendre quand même quelque chose. Voilà, ça fonctionne comme ça. En théorie, évidemment, tout ça est génial. Hein, mais en pratique, comment on fait pour faire tourner ça et que ça tourne bien? Alors, je prends un exemple, voilà, de tentative de associer ici la société d'oncologie intégrative se met en relation, en collaboration avec l'ASCO. L'ASCO, je vais vous le dire plein de fois, American Society of Clinical Oncology. Bon, j'ai pas un super accent. Hein. Ils arrivent à me comprendre, les Américains sont très sympas. C'est la société de cancérologie la plus prestigieuse au monde, qui rassemble, oui, les Américains, vous l'avez compris, mais aussi beaucoup de gens dans le monde sont raccordés à eux, parce qu'ils sont la locomotive. Et le plus grand congrès au monde, c'est là-bas à Chicago, tous les ans, 20 000 congressistes, plus tous ceux qui sont connectés, mais c'est plus de 20 000 personnes. Il n'y a que Chicago qui peut accueillir 20 000 personnes. Voilà, vous imaginez, donc c'est énorme. C'est absolument incroyable. Des hangars, on est dans un hangar, quelqu'un qui parle, on le regarde de loin, quoi. Et si on veut poser une question, j'avais voulu en 2001, j'avais pas osé. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici, par exemple? C'est un exemple. Ils nous font des recommandations, de guidelines, donc c'est recommandations. Et là, des recommandations pour comment on gère l'anxiété, symptômes d'anxiété, grâce à l'oncologie intégrative. Alors, adultes, parce que ce sera différent pour les enfants, alors, les adultes, en phase de traitement, en phase post-traitement. Donc, en phase de traitement, qu'est-ce qui est bien? La pleine conscience, sévère, c'est-à-dire le plus haut niveau de preuve, vous pouvez y aller. Par contre, le yoga, bof, c'est niveau un peu en dessous, au niveau de preuve. Et si c'est yoga cancer du sein, ça va, mais quand yoga pas cancer du sein, bof. Très très médiocre comme niveau de preuve. Alors, si c'est en post-traitement, carrément, il n'y a plus. Yoga, si vous n'avez pas un cancer du sein, tant pis pour vous. Yoga, pas intéressant. Pas prouvé, pas intéressant. Ça, et donc, vous voyez l'écueil de suite de ce type de choses qui ne doivent pas impressionner. Ok, c'est ça qui est prouvé ou pas. Très bien. Mais après, moi, je garde mon bon sens et mon libre arbitre, quoi. Donc ça, c'est juste des repères. Et ça vous dit ce que la recherche a démontré. Vous vous doutez bien que dans quel cancer il y a le plus de recherche qui est faite? Le cancer du sein, c'est plus de 30% des cancers de la femme. C'est super facile, entre guillemets, de recruter, entre guillemets, des personnes qui viennent pour une étude, qui y participent, et d'avoir ce qu'on appelle une homogénéité dans la population. Si vous mélangez tout, ça ne fonctionne plus. On n'y comprend plus rien, comme on dit. Voilà, la médecine est obligée de faire comme ça, dans ses méthodologies. Elle découpe, elle fractionne, elle isole. Ça a des avantages, mais à un moment, ça a ses limites. Ça a clairement ses limites, mais évidemment, ça a son importance. Alors, ça devient encore plus flagrant si je prends un tableau, ne le lisez pas, avec toutes ici, tout ce qui n'est pas recommandé, parce que ce n'est pas prouvé. Voilà, il y en a un paquet. Alors après, je prends deux exemples, quoi. Allez, la douleur.
Douleur. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? La vitamine D. Ah, le traitement de la douleur, c'est la vitamine D. Alors, évidemment, oui, si vous avez une carence en vitamine D profonde, vous pouvez avoir une pseudo-fibromyalgie. Myalgie, ça veut dire douleur. Et oui, si vous avez une carence profonde en vitamine D, vous pouvez avoir des douleurs musculaires. Et en prenant la vitamine D, ça va aller mieux. Si c'est la seule cause, ça va aller beaucoup mieux. Et ça sera peut-être même miraculeux. Mais ça n'est pas le traitement de la douleur en général. C'est juste pour ce cas-là. Un autre exemple excellent. Fatigue. Vous voyez, tout ça, là, ça ne marche pas. Le Q10. Le coenzyme Q10, ça ne marche pas. Laissez tomber, gardez votre argent, ce n'est pas démontré. Hein? Le Q10, c'est bidon, quoi. Qu'est-ce que c'est le Q10? Alors, c'est un coenzyme. Et où est-ce qu'on va le trouver? Et où est-ce qu'il est très utile dans le corps? Dans les mitochondries. Ah, mais je comprends mieux pourquoi. Ça a été testé, quand même. C'est-à-dire que le Q10 aide les mitochondries. Les mitochondries, ce sont nos centrales énergétiques. Là, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et sait que s'il n'y a plus de batterie, ça ne marche plus. Hein. Ben, s'il n'y a plus de batterie dans notre corps, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'énergie, tout simplement. Où est-ce qu'on trouve le plus de mitochondries dans le corps? Dans les muscles, dans les neurones. Donc c'est là qu'il y a besoin de plus d'énergie. Et évidemment, si ça marche bien, ces mitochondries, on fabrique bien l'énergie. Si vous faites du sport, vous allez obliger votre corps à fabriquer, entre guillemets, des mitochondries. Plus il y a de mitochondries, plus il y a de batterie, plus vous avez d'énergie, plus vous allez loin. OK. Donc là, le rationnel du Q10, c'est l'idée de dire ça va aider les mitochondries. Sauf que, excusez-moi, mais les mitochondries, ça marche avec tout ça. Alors, si vous tombez miraculeusement sur le fait que la personne elle a une carence en Q10 et que ça, vous êtes un magicien. Mais ça va être une chance sur 10 000, je pense. Hein. Mais ça arrivera. Vous aurez peut-être des témoignages sur Internet disant le Q10, c'est exceptionnel. Prenez tous du Q10. Et c'est ce travers qu'on voit aussi déjà sur Internet, c'est vrai. Mais bon, ne tombons pas dans le travers, quoi. Hein, c'est le Q10, c'est intéressant, mais il faut regarder le reste. Hein, il faut des fers, des oméga-3, de l'acide lipoïque, on va en parler. L'L-carnitine, oui, c'est un peu la brouette qui amène, c'est une protéine qui amène les acides gras pour qu'ils soient brûlés. Voilà, sinon, les graisses, elles restent dehors, elles ne vont pas dans la mitochondrie. Ah oui, si vous n'amenez pas les bûches dans la cheminée, il n'y a pas de feu. Hein. Donc c'est toute une collaboration, hein, tout ça. Et donc vous ne pouvez pas réduire à une chose. Et donc s'il doit dire la fatigue, le Q10 va gérer la fatigue, regardez toutes les causes de fatigue que je peux vous énumérer. S'il y a un problème cardiaque, s'il y a un problème d'hypothyroïdie, si vous avez une anémie à 6 grammes, je dis mais c'est pas le Q10 qui peut faire quoi que ce soit. Vous devez transfuser, c'est tout. Donc on doit vraiment, la leçon, c'est que bon, on doit étudier les choses, on doit le faire, c'est sûr, mais à un moment, quand même, quand on tire les conclusions, on doit contextualiser les choses. On doit les remettre dans leur contexte. Sinon, on tire des choses absolument aberrantes. Heureusement, il est là pour nous aider. Tout au long du parcours, vous allez voir. Un autre exemple. Donc là, une première conclusion. Un autre exemple. David Schreiber, en 2008. Vous l'avez, je pense, beaucoup entendu parler de lui. Son livre qui a fait ravage, parce qu'il dit anti-cancer. Oui, et qu'il utilise le curcuma comme si c'était un anticancéreux. Oui, après, il faut juste préciser pourquoi le curcuma et comment. Et à quel moment. Mais ceci étant, ce n'est pas une hérésie. Quand on parle de chimiothérapie, c'est un anticancéreux. Mais ça ne marche pas en prévention. Hein. Ça ne marche que si le cancer est présent. C'est un anticancéreux à un moment donné de la maladie. Comme tout. Et si on voit en 2008 quand il parle, c'est un fou parce qu'effectivement, il y a 6 propriétés du cancer, il n'y en a que 6, hein, il n'y a pas l'inflammation. Bidon. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est le consensus. Ce n'est pas la science. Déjà, 2009, il y a quelqu'un qui écrit dans Nature, donc ce n'est pas un petit papier, et qui nous dit il faut inclure l'inflammation. Il faut qu'on révise les propriétés du cancer. Et pourquoi? Parce qu'il y a depuis plus d'une décennie, des milliers, mais on peut dire des milliers d'études, pas sur l'être humain, mais en fondamental, et des études chez l'être humain, qui disent que le curcuma, c'est évidemment important, et que l'inflammation, avant tout, en tout cas, c'est un phénomène qui est évidemment important en cancérologie.
Voilà. 2011, tout le monde a compris. C'est juste que tout le monde a compris. C'est avenu à la conscience du collectif des scientifiques. Et on est dans Cell, une des plus grandes revues médicales, et il est posé les jalons. Il y a 10 propriétés maintenant. Avant, il y en avait 6, maintenant, il y en a 10. Et il y a l'inflammation. Hop. Voilà, en sachant que l'inflammation, oui, on découpe les choses, encore une fois, mais il se trouve que l'inflammation, ça impacte sur l'immunité, ça déprime l'immunité, ça favorise l'immunité tolérogène, qui tolère et qui laisse faire. Et ça agit beaucoup sur l'angiogénèse aussi. Voilà, c'est pas découpé. Mais l'inflammation, à elle seule, promeut le cancer. Ça la nourrit, ça le permet de résister à l'impact des traitements. Voilà, ça favorise même le phénomène métastatique, etc. Donc il y a une propriété bien connue, reconnue. Tout ça parce que la science avance, mais c'est avant tout la science, et c'est à un moment une prise de conscience collective. Mais on est d'accord que si on est focusé sur le patient, et pas sur la science est au service de l'être humain. Donc il y a un moment où on n'est pas obligé d'attendre le consensus. Il faut juste, c'est vrai, bien sûr, vérifier qu'il y a des données qui disent que vraiment ça va dans ce sens. Et puis, ça ne semble pas dangereux. Alors on peut y aller dans certaines conditions. On est prudent, mais quand même. Quand j'ai un cancer et que j'ai peut-être quelques mois à vivre, je peux prendre des risques. Des risques mesurés. Mais là, vous voyez que David Sanz-Schreiber, évidemment, il avait raison, et il avait de la science pour ça. Donc il y a aussi ce concept, c'était un Américain qui l'avait dit dans le New England Journal of Medicine, donc là encore une fois une très grosse revue qui fait référence dans le monde scientifique, et qui disait les études randomisées, double aveugle, etc., oui c'est bien, c'est pas toujours faisable, et deuxièmement, il n'y a pas que ça. On n'a pas toujours besoin de ça. En tout cas, on ne peut pas se contenter de dire il n'y a pas d'études randomisées, du coup il n'y a rien. Il y a toujours un argument pour plus de recherche ou une meilleure étude, mais attendre est souvent une décision implicite de ne pas agir ou d'agir sur les bases des pratiques antérieures et non sur les meilleures preuves disponibles. Là, si vous agissez en disant il n'y a pas de preuves, vous êtes focusé sur la science, pas sur le patient. Regardez les choses. Qu'est-ce qu'il existe? Et on en reparle. L'evidence-based medicine, tout le monde dit c'est ça l'important, et personne ne regarde la définition. La définition de celui qui l'a posée en 96, Sackett et compagnie, elle se définit comme l'utilisation consciencieuse. La conscience, ce n'est pas l'intelligence. La conscience, c'est une intelligence qui monte, qui s'élève, et qui a fait arriver le savoir au niveau de la connaissance, c'est-à-dire de la sagesse, qui ne s'oublie pas. Donc là, ça veut dire regarder les choses en globalité et pas juste focuser sur il n'y a pas d'études de phase 4, c'est pas bon, ça veut rien dire. On doit utiliser les meilleures preuves, les meilleures données disponibles de la recherche pour proposer aux patients une démarche personnalisée. Bon sang, j'ai une patiente, des années, ça faisait 5 ans que je la suivais, elle ne pouvait plus marcher, elle avait un cancer du sein métastatique, elle ne pouvait plus marcher tellement elle avait mal à sa hanche. Je lui fais faire un test génétique particulier, on découvre une mutation nouvelle. Il y avait un essai thérapeutique qui existait, sauf qu'elle, ça faisait 5 ans qu'elle avait des traitements, donc elle n'avait pas droit à cette étude, puisque c'était que pour des femmes qui n'avaient jamais eu de traitement. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? J'ai appelé le laboratoire, et le laboratoire, il a été cool. Il a dit, OK, j'ai eu droit à des conférences avec des Canadiens, des Américains en direct, mais n'empêche qu'on y arrivait. Ils ont donné le médicament gratuitement, pour la première fois au monde, pour une patiente, en dehors d'un essai thérapeutique. Et ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu de, on va aider cette femme. Et elle prenait ce médicament. 3 jours après, elle n'avait plus mal. Elle a pu aller, elle avait 40 ans, elle a pu amener son fils à voir Harry Potter. Ça a été une merveille, ça a duré qu'1 an, mais 1 an où elle a pu avoir un an important avec son fils. Il n'avait que 12 ans, 1 an, je crois que c'est super important. Voilà, les meilleures preuves. Et quand j'en parle, moi, en comité avec des collègues, je dis, vous avez donné ça, mais vous n'avez aucune preuve sur l'efficacité. Je dis, mais vous réalisez qu'elle avait 50 traitements, plus aucun traitement disponible. Qu'est-ce que je risquais ? Et j'avais des preuves que ce traitement avait une chance de marcher.
Et il y en a un qui lève le doigt, qui était un biochimiste génial de l'hôpital Nord. Il dit, ouais, en plus, la mutation, mais alors là, c'est efficacité assurée. Merci. Et l'autre, il me dit, mais je n'aurais jamais fait, il faut prendre de risques, j'ai pas de preuves. Et bon sang, focus sur le patient. Ça, c'est le petit Yoda de Vincent Castronovo que vous écouterez ce soir. Restez pour ce soir, jusqu'à ce soir. Il a tout de suite vu que je lui ai piqué dans cette diapo. Je vais rentrer dans quelque chose qui fait polémique, je le sais, mais justement pour le regarder plus tranquillement, plus sereinement, parce que maintenant qu'on a ces outils là qu'on vient de nous poser, on va voir que c'est pas si grave que ça, ce sujet des antioxydants. Alors, je reprends clairement les diapos d'Anne-Marie, qui sera là tout à l'heure en début d'après-midi. Si vous voulez voir dans le détail sa présentation, vous avez une demi-heure, c'est sur Internet, en streaming gratuit. Donc, allez-y sur le site de ressources. Mais je vais aller sur des éléments, quelques éléments. D'abord, le stress oxydatif, un rappel, parce que personne ne comprend rien. J'ai fait un petit cours à des rhumatos avant-hier. Ils ne savaient pas ce que c'était. Mais ils étaient intéressés, ils m'avaient invité à... Vous voyez, ils se sont intéressés, ils m'ont invité, et je suis cancérologue, à leur parler de l'inflammation. Donc c'est beau, ils étaient ouverts et ils étaient intéressés par cette ouverture. Donc le stress oxydatif, eh bien c'est quoi? C'est ces fameux radicaux libres qui sont fabriqués quand on est agressé par l'extérieur. Il y a une première agression toute simple, c'est l'oxygène, tout simplement, parce que quand on a besoin d'oxygène pour respirer, mais en même temps, ça crée du stress. Vous coupez une banane, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques instants? Elle noircit, donc qu'est-ce que vous faites si vous voulez servir une salade de fruits qui soit jolie? Vous mettez du jus de citron, donc il y a de la vitamine C. Donc vous avez compris que la banane, c'est pas riche en vitamine C ou en antioxydants. C'est pas ça que vous allez prendre si vous voulez des antioxydants. Mais le citron, ça, c'est pas mal, donc par exemple. Donc effectivement, les antioxydants vont contrer l'oxydation, nous protéger, on en a besoin. Les agressions sont multiples, vous le savez, et ça se passe au niveau des cellules. Ce stress oxydatif va tout éroder. Les membranes, les protéines, donc tout fonctionnera moins bien. Et ça fait vieillir, d'ailleurs, s'il n'y a pas une crème anti-âge qui n'a pas d'antioxydants. Et nous avons des antioxydants des défenses naturelles, heureusement. Glutathion, superoxydismutase, catalase. Et on en peut en trouver dans l'alimentation. Merveille. Vitamine C, AE, donc on ne les fabrique pas. L'ours, les chiens fabriquent leur vitamine C. Les chiens n'ont pas besoin de manger du fruit. Ils se la fabriquent. Ils se débrouillent tout seuls. C'est des carnivores. Et donc, on peut en apporter par l'alimentation. On en a. Il faut aider, parce que suivant les situations, on en a vraiment besoin. Alors, par contre, c'est vrai que les recommandations, quand vous écoutez, vous en parlez, je sais très bien, je parle aux patients, quand vous en parlez dans les hôpitaux, c'est souvent le recul de 3-4 mètres en disant attention, attention. Et les recommandations officielles continuent d'être il ne faut pas parce qu'on ne sait pas. Et voire même, il y a des études qui disent que ça réduit l'efficacité de la radiothérapie, de la chimiothérapie, etc. Donc c'est dur d'y voir clair, de se dire j'ai été voir un naturopathe qui est bienveillant, mais il m'a dit de prendre ça. Mon cancérologue m'a dit va des rétros, Satanas. Et pourtant, il y a des études. Alors évidemment, tout le monde ne dit pas la même chose. C'est ça qui est déroutant. Mais là, c'est une équipe quand même du MD Anderson. Et moi, je regarde qui écrit. Et le gars et son équipe, c'est juste le centre anticancéreux le plus grand au monde. Voilà. Et je suis un peu leurs travaux. Je les sens bien, ces gens-là. Ils travaillent bien. Je trouve que leur analyse est remarquable. Ils n'ont pas tout mélangé. Ils ont sélectionné, c'est vrai, les études randomisées, bien faites, des antioxydants avec chimiothérapie. Eh bien, ils ne trouvent rien. Aucune étude qui dit que ça vient gêner l'efficacité des traitements. Toutes montrent une réduction de toxicité des traitements. Toutes montrent au minimum ça, ou voire même une amélioration de l'efficacité. Et puis il y a une autre notion, depuis, c'est vrai qu'on connaît mieux, parce que la connaissance grandit. Anne-Marie l'avait dit, c'est qu'il y a ces antioxydants de première génération, vitamine C, AE, dont on parle beaucoup, et qui sont relativement spécialisés dans leur mode de fonctionnement. C'est des antioxydants. Mais il y a des antioxydants de deuxième génération qui sont couteau suisse, multifonctions. Donc si vous les réduisez
au terme d'antioxydants, c'est une insulte à la nature. J'exagère là, hein, peut-être, mais polyphénol, curcuma, le thé vert, quercétine, le resveratrol du raisin, les grains de raisin, il faut les croquer. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du resveratrol, bien. Le vin rouge. Eh bien, ils vont aussi moduler au niveau hormonal. Ils vont favoriser la différenciation cellulaire, c'est comme la base de la cancérogénèse, le début du cancer, ça part de là. L'indifférenciation, la cellule qui se prend une autre vie, entre guillemets, qui décide qu'elle n'était plus ce qu'elle était. L'inhibition de la croissance cellulaire, donc le cancer, c'est ça, c'est une maladie de prolifération. Donc si vous avez quelque chose qui ralentit la croissance, de facto, c'est anticancéreux. L'apoptose qui est favorisée, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule, quand elle est trop abîmée, elle est remise en circuit, alors que le cancer, il déprogramme ce concept. Et puis l'inhibition des métastases. Bon, et c'est même pas complet, mais au moins 5 grandes propriétés pour tous ces antioxydants. On en prend un, par exemple, l'acide lipoïque. Alors, difficile à trouver dans l'alimentation, je vous rassure, entre guillemets. Cherchez pas, c'est un peu dans les abats, des épinards, mais c'est en petite quantité. Donc vous serez obligé de prendre des compléments. Si vous voulez vraiment voir ce qu'on voit là comme effet, vous serez obligé de prendre des compléments. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben oui, c'est un antioxydant. Bien. Il combat l'inflammation. Il régule le sucre. Il améliore le fonctionnement des mitochondries. Il chélate les métaux lourds, ça veut dire il les neutralise et il les amène dehors. C'est pas la peine de rester dedans. Il induit l'apoptose. Donc vous voyez, ouais. Et puis en pratique, quand il est utilisé pendant des chimios, il réduit les neuropathies. Et c'est pas compliqué à expliquer ça. Je viens de vous dire qu'il améliore les mitochondries. Vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit que les mitochondries sont très importantes pour le système nerveux. Si les mitochondries sont là, qu'il y a de l'énergie, ça reconstruit mieux. Les nerfs vont mieux récupérer. Ils vont mieux neutraliser le stress oxydatif aussi. Et puis, il chélate les métaux lourds. Quand je fais du cis-platine, c'est du platine. Sel de platine, c'est un métal lourd. Hein. Ça va donc aider à éliminer la chimiothérapie. Parce que le concept de la chimiothérapie, c'est comme l'effet d'une bombe. J'envoie une bombe, ce qui marche, c'est l'explosion, c'est pas la fumée qui retombe. Donc il faut que la chimio soit vite éliminée une fois qu'elle a été donnée. Ça ne sert à rien de la conserver. Je parle bien sûr des chimiothérapies cytotoxiques, c'est-à-dire je donne une bonne dose, je veux que ça réduise la maladie, entre guillemets, en cendres, et je ne parle pas des chimiothérapies qu'on va donner tous les jours, à petite dose, qui sera cytostatique, c'est-à-dire qui va bloquer l'évolution de la maladie. Donc, quand on est dans une situation de chimiothérapie qui est cytotoxique, qui donne du stress oxydatif, parce que toutes les chimiothérapies n'en donnent pas, eh bien, c'est intéressant de faire partir cette chimio, éviter qu'elle s'accumule dans le corps. Et vous comprenez que du coup, comme le cis-platine donne des neuropathies, si ça ne s'accumule pas, il y aura moins de neuropathies. Donc vous avez au moins 2 à 3 explications. Ce n'est pas de la magie, ça s'explique. Et puis, si je parle de cet acide lipoïque, sur ce schéma compliqué, mais on retrouve notre acide lipoïque, et on dit de lui qu'il est un antioxydant universel. Ah ben, il est sympa, parce qu'il recycle tous les autres antioxydants. Il leur permet de redevenir efficaces et actifs pour être de nouveau prêts au combat et à réduire le stress oxydatif à néant. En bout de chaîne, ici, vous voyez la vitamine E. Et vous voyez qu'elle peut être recyclée par la vitamine C, par le Q10. Et la vitamine E ici, quand elle a fait son boulot de neutraliser les radicaux libres, elle a donné un électron sous forme d'hydrogène, bien, et du coup, c'est bon, ça c'est neutralisé, c'est plus toxique, ça ne va plus agresser le corps. Mais par contre, la vitamine E va s'accumuler sous forme de radicaux. Au mieux, ça sera neutre. Mais imaginez que vous donniez que de la vitamine E. J'ai décidé, j'ai vu que c'est un antioxydant, c'est génial. Je vais donner que de la vitamine E. Eh bien, s'il n'y a pas de vitamine C et autres, et au bout d'un moment, si vous donnez que de la vitamine E, ça va s'épuiser vos réserves en vitamine C. Ben, ça va s'accumuler ici. Donc ça, retenez-le, parce que diapo suivante, qu'est-ce que j'entends? Je fais la revue sur les antioxydants, je viens de vous expliquer que c'était sympa, et quand je lis des articles, là, JAMA, les traitements avec bêta-carotène, vitamine A, vitamine E, augmentent la mortalité. Le potentiel rôle de la vitamine C et du sélénium sur la mortalité mérite enfin, c'est une mise en examen, quoi. Qu'est-ce que se passe-t-il?
Et ça, c'est ce schéma qu'Anne-Marie, qui est génial, qui nous a montré dans cette fameuse conférence sur les stress oxydatifs. Ben écoutez, on va analyser ça, quoi. Ok, on va mettre ici tous les accusateurs et essayer de comprendre. Regardez ici ce schéma compliqué, mais suivez-moi. Ici en abscisse, plus on va à droite, plus la quantité de vitamine E est élevée. Plus je vais vers des doses pharmacologiques. Plus je suis ici, plus je reste dans des doses physiologiques, c'est-à-dire ce dont le corps a besoin tous les jours. Et souvent, quand même, il faudrait mieux être supraphysiologique, un peu au-dessus, parce que quand on a un risque de cancer, c'est forcément qu'on a des besoins supérieurs de se protéger. Et donc, ici, on est dans toutes les études qui sont pharmacologiques, ici, en dose physiologique. En ordonnée, nous avons la mortalité. À 0, pas de mortalité. En dessous, moins de mortalité. Au-dessus, plus de mortalité. Où est-ce qu'il y a des études et qu'il y a plus de mortalité ? Ça se passe ici. Donc, dans la zone où on a donné des fortes doses de vitamine E. Alors, c'est plus facile de conclure ici et de mettre un titre. Pour les journalistes, je comprends très bien. C'est pas vendeur. C'est pas vendeur de dire c'est votre vitamine E tue ça, c'est génial. Mais si je dis la vitamine E de synthèse, à forte dose, donnée longtemps, à des gens qui ne sont pas carencés, parce que je n'ai pas fait les dosages pour voir s'ils étaient carencés. Ils ont eu un cancer du poumon, et j'espère que ça réduit, et non, ils ont plus de cancer du poumon. Ça favorise le cancer. C'est drôlement plus long. Ça ne passe pas sur la première page du journal. Sauf que c'est ça la vérité. Ce n'est pas la vitamine E tue, c'est la vitamine E de synthèse à forte dose, donnée seule, qui va tuer. Regardez, Yoda va nous aider à comprendre. Déjà, regardez, la vitamine E, elle aurait ce principe intéressant, notamment, imaginez qu'on l'a donnée à des gens qui avaient eu un cancer du poumon. L'idée, c'est d'aider leur foie à mieux détoxifier. Peut-être qu'ils continuent à fumer, donc il faut les aider à se protéger de ce tabac qui les intoxique. Ils vont peut-être arrêter, mais pas toujours. Toute substance étrangère va passer par les cellules, et notamment les cellules du foie. Le foie, c'est notre centrale d'épuration. Parfait. Il passe par une phase 1, 2... Bon, c'est compliqué tout ça, alors j'essaie de simplifier. Vous avez du cambouis plein les mains. Vous venez de changer la roue. Misère de misère. Vous venez au colloque, vous avez un super costume. Vous avez les mains, et j'ai de l'eau dans la voiture. Mais ça ne marchera pas. Si vous rincez, c'est gras. Ça ne partira pas. C'est ce qu'on appelle des substances lipophiles. Elles se mettent dans les graisses. Donc ça ne partira pas, il vous faut un bon savon. Miracle, vous avez des super savons dans la voiture. Ah, mais vous avez intérêt à avoir de l'eau derrière. Parce que c'est quand même dégueulasse, sur le coup. Ça fait une espèce de mixture, vous n'avez pas intérêt à l'avaler. Donc là, première phase, je mets le savon. C'est bien dégueulasse. Et si ça reste comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut diffuser partout. C'est devenu hydrosoluble. Ça veut dire diluable dans l'eau. Et c'est ce qui se passe, vous mettez la main sur le robinet, miracle, ça s'en va de mes mains. Donc c'est la phase 2. Tout ça, cette machinerie exceptionnelle, s'il y a de l'inflammation, ça ne marche plus. Alors si vous fumez, il y a de l'inflammation. Est-ce qu'on a traité l'inflammation de ces gens à qui on a donné la vitamine E ? Est-ce qu'on a vérifié s'il y en avait ou pas ? Non. Donc vous avez donné de la vitamine E en vous disant « je vais aider la phase 2 de détox ». Et vous n'avez rien regardé ici. Et pire que ça, si je puis dire, voilà tout ce qu'il faut pour que ça marche, la phase 2. Ce n'est pas de la vitamine E, c'est de la vitamine E, des antioxydants autres, c'est des minéraux, du zinc, du cuivre, manganèse, etc., des acides aminés soufrés. Voilà, c'est plein de choses. C'est une équipe qu'il faut. Je me répète, isolément, rien n'a de sens. On a besoin d'une dynamique collaborative. Il faut associer les choses et pas donner un truc et voir si ça marche. Et je sais que la médecine a besoin de faire ça quand elle fait un médicament, mais là, on n'est pas dans la même mode de pensée. On est dans un mode intégratif, on va associer des choses. Il va falloir penser à associer des dynamiques, des programmes, et pas une chose. Parce que ça ne marchera pas comme ça. Ça a été bien dit
pour certaines choses, dans ce livre qui est excellent du professeur Grégory Nino, qui a rassemblé des centaines, enfin je crois des milliers de scientifiques, avec une plateforme qui vous pouvez faire des recherches, et c'est plus efficace que PubMed pour trouver s'il y a des études intéressantes sur ostéopathie, cancer, sur aromatothérapie, cancer, etc. Et il a fait un guide qui est génial, et qui pose en tout cas pour moi ça, je le résume, il y a beaucoup plus de choses, mais je résume ce qui me paraît essentiel dans son livre, où il dit, effectivement, quand vous amenez, tiens, je vais utiliser la vitamine E, des micronutriments, mais quand je propose quelque chose en cancérologie ou en médecine intégrative, de toute façon, je dois arrêter de dire « je fais tout ». Je ne fais pas tout. Avec ce que je fais, je vais faire quelque chose de particulier, je veux faire quelque chose en particulier, j'ai un objectif avec ma technique. Je veux améliorer tel point ou tel autre. Ça fonctionne comme ça. Et il y a une forme de protocole. Bien sûr qu'il sera adaptable à chaque patient, mais il y a un rationnel, il y a un cadre qui permet de comprendre un modèle explicatif et un cadre de fonctionnement. Et ça ne fait pas tout. Sinon, comme j'ai dit, le Q10, sur Internet, vous voyez que ça fait tout. Ça ne fait pas tout. Ça participe à des choses. Bon, pour beaucoup, vous avez ce que je vais vous présenter là, vous l'avez vu plein de fois. Mais là, je vais vous le montrer, je pense, encore d'une autre manière. Je vais vous reparler de Barbara et de, en fait, la file de tout ce qu'on appelle la psycho-neuro-endocrino-immunologie, c'est-à-dire tous ces scientifiques, ces milliers de scientifiques ont travaillé depuis plus de 50 ans sur comment on relie l'importance du corps, de l'esprit, l'impact sur l'immunité, la biologie du stress et du coup sur la maladie. Donc il y en a des dizaines de revues de ce type-là qui résument ça. Et Barbara s'est plongée dedans dans les années 90 et vous voyez qu'elle est focus patient. Elle fait de la recherche, mais elle est avec les patientes. Là, c'est des patientes atteintes de cancer du sein qui viennent d'être opérées et qui vont passer par tous les traitements, qui vont, entre guillemets, les rendre malades, chimio, radiothérapie et autres, et qui sont faits pour les aider. Alors, qu'est-ce que fait Barbara ? Et ça, on va le poser pour dire, c'est, pour moi, je pense, la pierre angulaire, enfin, le modèle pour comprendre l'oncologie intégrative, et en tout cas les valeurs. Après, qu'on soit très clair sur le fait que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que ça. Mais c'est un modèle. Alors, Barbara, qu'est-ce qu'elle pose ? Et ce n'est pas elle, entre guillemets. Elle le fait, elle, son travail est génial, mais évidemment, au regard de tout ce qui a été fait par les scientifiques. Le diagnostic de cancer, c'est un trauma. Ce n'est pas juste un stress. Ça, je le rajoute, et c'est quelque chose que je corrige volontiers pour qu'on entende bien. C'est bien plus qu'un stress. Stress, ça veut dire déséquilibre. Tous les matins, je plonge dans la piscine, là, il fait 10 degrés, c'est un stress. Mais ça mobilise tout mon corps. Je sors, je suis bien, dynamisé. J'ai été inondé par la joie que même provoque me sentir vivant, d'avoir un corps. Donc le stress, ce n'est pas forcément embêtant, mais évidemment, là, on parle de trauma. Quelque chose qui déséquilibre tout, toute la vie. Le cancer, mais aussi les traitements, c'est dur. C'est parfois, d'ailleurs, faire des traitements, c'est des choix qui vont peut-être amener à plus devenir fertile, à perdre un sein, perdre une partie de côlon, avoir une poche, donc c'est vraiment pas rien. Donc il y a une altération de la qualité de vie, et là, quand on veut aider les gens, il y a du boulot. Et Barbara pose que si on arrive à proposer quelque chose qui va vraiment les aider à aller mieux, et mieux durablement, on va entraîner des choses, une cascade de choses intéressantes. On va améliorer la compliance au traitement. Les personnes vont mieux supporter les traitements et donc mieux les suivre. Et ça, c'est une vérité en médecine qui est bien connue, évidemment. Un traitement marche quand il est pris et quand il est bien pris. Les comportements de santé seront là aussi. On va les aider. Et déjà, si on leur donne l'espoir, s'ils y croient, ils vont arrêter de manger la vie par les deux bouts et ils vont faire attention. Et puis, il va y avoir des effets qui vont se produire sur le corps. La biologie du stress, le système nerveux autonome, comme vous l'entendez, qui se débrouille tout seul, mais qu'on peut influencer. La respiration, par exemple, vous respirez sans réfléchir, mais vous pouvez l'influencer, l'améliorer, consciemment. Et tout ça va impacter l'évolution d'une maladie métastatique ou éviter des récidives en maladie localisée. Incroyable, alors vous notez qu'elle pense que l'immunité est une plaque tournante.
pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure, mais je vous ai montré que c'est qu'en 2011 que la communauté scientifique va acter que l'immunité est une passerelle essentielle dans la cancérogénèse. 20 ans avant, la psychoneuro-endocrino-immunologie dit que c'est important, au vu de la recherche. Donc vous voyez qu'une part de la communauté scientifique est consciente dès 20 ans avant de cela. Et c'est pour se rappeler qu'encore une fois, après il y a les consensus, mais les consensus ça veut dire qu'il y a plus de 50% des gens qui ont compris. Et donc, quand elle écrit ça, il y a beaucoup de littérature, mais il n'y a que 2 études au monde qui ont montré que quand on accompagne les gens atteints de cancer avec un programme efficace pour les aider à vivre mieux, à se confronter au cancer et à vivre mieux, mais il n'y en a que 2. Fauzi en 91, dans le mélanoma métastatique, et puis David en 89, c'est le premier. Il démontre que des femmes qui viennent le voir, qui lui disent « aidez-nous », à l'époque, on leur a dit, elles avaient 18 mois d'espérance de vie pour un cancer du sein. Ça a bien progressé, mais à l'époque, c'était 18 mois. Et on est aux États-Unis, elles savent leur pronostic, on leur a dit. Donc, aidez-nous à vivre ça. Se dire qu'on n'a plus que 18 mois, c'est vraiment compliqué. Et David les accompagne, toutes les semaines, il travaille en groupe, on expliquera comment. Et il suit l'évolution de ces femmes qui font le programme, et il compare à des femmes qui ne participent pas au programme. Et c'est une bombe, quoi. On passe de 18 mois à 36 mois. Et moi, j'ai vu des patientes qui étaient toujours vivantes 10 ans après. Vous voyez, 10 ans après, là on est à 100 mois, 120 mois, il y en a encore qui étaient vivantes, et qui parlaient aux étudiants en médecine. Il les avait amenés, David, à son cours. Il a parlé 10 minutes, et après il a dit, maintenant vous les écoutez. Aux étudiants de Stanford. Et elles leur ont dit, dites-nous ce qu'on a, pas ce qui va nous arriver. Vous en savez rien. Mais dites-nous, oui, le pronostic de la gravité, mais pas ce qui va nous arriver. Et alors tu disais, ça fait 3 ans, on m'avait donné 18 mois, j'ai un cancer de métastase au cerveau. Ouais, j'ai besoin de savoir que c'est grave, si j'achète une maison ou pas. Mais ne me dites pas ce qui va arriver. Barbara, elle a travaillé avec des patientes donc en rémission. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elles viennent d'être opérées et elles vont passer par la case chimio, radiothérapie pour consolider cette rémission. Et qu'est-ce qu'elle constate? C'est des études publiées en 2008, dont évidemment aucun journal télévisé a parlé. Parce que c'est trop gros. C'est trop fou. 50% de récidives en moins parce qu'elles ont participé à son programme, où elles ont appris juste à gérer le stress, à mieux manger, à mieux bouger, à mieux comprendre pour mieux agir, mieux communiquer, à construire un réseau social de qualité. Elles n'ont pas pris de médicaments en plus. Et elles ont fait des traitements. Elles ont fait ça en complément. Eh bien, on est 70% de taux de guérison à l'époque. On passe à 85%. Donc ça veut dire qu'il y a 30% de taux de récidive chez celles qui n'ont pas participé au programme, qui ont fait le traitement conventionnel. Et celles qui ont participé au programme de Barbara, 85% de taux de guérison. Donc il y en a plus que 15% qui récidivent, 2 fois moins. Je suis bon en maths. 50%, je suis bon en maths, c'est un sacré chiffre. Et en termes de mortalité, c'est impressionnant. 68% de décès en moins. Alors, pour que vous réalisiez ces chiffres, il y a 12 000 femmes qui décèdent chaque année de cancer du sein. Donc ça voudrait dire 2/3 de décès en moins. On passe de 12 000 à 4 000. 8 000 femmes sauvées chaque année si on appliquait ce programme en plus du traitement conventionnel. Rien que pour le cancer du sein. Alors je sais bien que tout le monde ne voudra pas participer à ce programme. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Mais le potentiel, il est énorme. Voilà, et Barbara a montré que, c'est génial. On améliore la compliance du traitement. Ici, vous regardez, les femmes qui ont participé au programme ont reçu entre 80 et 98% du programme de traitement. Nous, notre focus, pour nous médecins, c'est 85%. Il faut être à 85%, c'est à peu près la moyenne d'ailleurs, auquel elles sont arrivées. Alors que celles qui n'ont pas participé au programme, vous voyez que c'est très disparate. Il y en a qui s'en tirent très bien, elles sont à 85%, mais il y en a qui s'en tirent très mal, elles sont à peine à 60% de la dose prévue. Ouais, le traitement, il a malheureusement des chances de moins bien marcher. Alors, pour parler aux hommes, parce qu'en général, ils sont moins présents, mais il y en a aujourd'hui. Il y a une étude pareille pour des hommes atteints de cancer de prostate.
Alors là, c'est ce qu'on appelle, c'est édifiant parce qu'ils sont sous surveillance active. Donc c'est des hommes qui ont un diagnostic de cancer de prostate. En réalité, il n'y a pas de critères de gravité, alors on ne les opère pas, on les surveille activement. Mais vous voyez, c'est le langage médical qui dit ça. L'assurance active, c'est pour le médecin. Je vais devoir vous voir plus souvent, vous faire un toucher rectal, vous faire une IRM, vous faire peut-être des biopsies. Surtout, vous faites rien de spécial. Vous continuez à vie, je m'occupe de voir si ça bouge ou pas, et je vous opérerai si ça bouge. Mais ne changez rien. C'est une surveillance active. Donc là, Dean Ornish, il a fait cet exploit de proposer à ses patients, de dire, plutôt que de faire rien, je vous propose de faire comme pour Barbara Andersen, même programme. Alors là, vous imaginez l'exploit. Hein, une dizaine d'hommes qui se parlent. Alors, ils vont aussi, quand même, vous inquiétez pas, bouger, faire du sport, manger, participer à des conférences, etc. Et au bout on voit qu'au bout d'un an, ça marche bien. Il y en a moins qui vont être obligés d'être opérés ou radiothérapie. Et ce qui est génial, quand même, parce que sans cesse, quand je parle du programme ressources, j'ai pas trop envie de programme psychologique. Hein. Ah ouais. Parce que là, regardez, les prix Nobel de médecine 2009 nous ont dit que si les télomères, l'extrémité des chromosomes ne se raccourcissent pas, on ne vieillit pas. Bon, c'est pas que ça, mais c'est un des remèdes au vieillissement. Eh bien, les patients qui ont participé au programme, 5 ans après, on regarde les chromosomes de l'immunité anticancéreuse de ces patients, eh bien, les télomères se sont raccourcis comme prévu. C'est vrai, ils ont vieilli. Et ceux qui ont participé au programme, qui ont changé leur mode de vie, eh bien, leurs télomères ne se sont pas raccourcis. Ils se sont allongés. Ils ont rajeuni. Le problème psychologique, il a été action sur les chromosomes. Ce n'est pas un problème psychologique. C'est un programme existentiel. Les 2 pieds sur terre, la tête dans les étoiles. On n'est pas des êtres, des esprits. On est des esprits incarnés. Et tout est là. Et ça prend racine. Pour dire aussi, cette petite étude, il fallait que j'innove quand même, que je montre une étude que vous n'avez jamais vue. C'est David qui me l'a passé récemment, où il avait étudié des femmes donc, atteintes de cancer du sein métastatique. Donc, encore une fois, hein, c'est vivre avec cette maladie, c'est pas simple. Eh bien, a étudié que s'il améliorait par son programme, et c'est le cas, le soutien social, la qualité du soutien social, hein, que les personnes se sentent mieux entourées. Donc, il travaille ça en groupe. Parce qu'on ne travaille pas avec les gens, hein, ni avec les médecins, ni avec... on travaille avec les patients. C'est le focus, c'est le patient, on s'occupe de lui, on le rend plus fort, plus efficace, et il devient plus efficace pour aider son entourage à être plus aidant. Et qu'est-ce qui se passe? Donc quand on aide autour de soi les gens qui sont là pour nous écouter, pour les bons conseils, ou les gens qui sont prêts à nous écouter, j'ai peur. Et excuse-moi, j'ai peur, mais c'est juste que j'ai besoin de le dire, quoi. Maintenant que j'ai dit, je suis mieux. Mais si je le dis à mon mari, tout de suite, il me dit « Non, arrête de dire tais-toi, tu ne vas pas mourir. » Vous savez que le pronostic, il vaut mieux... une personne seule a un pronostic vital moindre que quelqu'un qui vit en couple. C'est vrai pour les hommes. Et pour les femmes, il vaut mieux qu'elles aient une bonne amie. Bon, celle-là, je l'ai piqué à David Spiegel. Hein. Pour ceux qui étaient là en 2008, vous l'avez déjà entendu. Et donc, l'importance de repérer qui c'est qui peut nous écouter. On n'est pas tous capables. Il y a des gens géniaux qui vont m'aider à me sentir proche. Ils viennent, c'est un bouclier, quoi. Le médecin, il me fait peur. Il vient, j'ai plus peur. Il le remet à sa place. Il lui pose les bonnes questions. Je suis tranquille. Donc, il y a des gens qui sont là comme des boucliers pour moi. Et puis, j'ai repéré qu'il y en a qui sont géniaux pour les problèmes pratiques. Elle me fait des repas exceptionnels. Voilà, quand elle ouvre la bouche, c'est pas la peine. Mais par contre, waouh. Avec ses instruments de cuisine, elle parle à mon âme, quoi. Elle me redonne vie. Voilà. Et il y a des gens géniaux qui vont s'occuper de mes enfants, j'ai confiance. Hein, je ne vais pas les retrouver avec plein de peintures de partout. Voilà. Donc, quand on améliore ça, vous voyez, le taux de cortisol, qui est l'hormone de stress, passe de là à là. Dans toutes les situations. Donc il améliore par son programme psy des choses concrètes, hein, qui changent la vie.
Et puis il y a ça aussi, quand on parle de vision, de posture, d'un autre regard. Quand vous regardez quelqu'un et que vous le regardez lui et pas la maladie, waouh! C'est juste pour lui, pour la personne, merveilleux. Hein, ça change tout. Là, regardez cette étude. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait qu'une chose. Ils ont posé une question aux gens qui venaient d'être diagnostiqués pour un mélanome malin métastatique. Un cancer de la peau, on est en 99, il n'y a pas de traitement. On a 10% d'efficacité avec les traitements, c'est très compliqué. Espérance de vie, 12 mois. 9, 12 mois. On est en Australie, ils le savent. On leur pose la question, est-ce que vous pensez que le traitement va vous guérir? Réponse 1. Est-ce que vous pensez que le traitement vous permet d'aller loin? 2. 3. Je le fais, mais il y a très peu de chance, mais je vais le tenter quand même. Et réponse 4, c'est pas la peine, c'est perdu d'avance. Et on regarde ce qui se passe. On va les suivre 5 ans. On a aussi regardé, bien sûr, le dossier médical. Et on sait, et moi je l'apprenais, quand j'étais dans les années 90 en tant qu'étudiant en médecine, que si j'ai un mélanome métastatique, qu'est-ce qui est pronostic défavorable? Si j'ai des métastases cérébrales et hépatiques, c'est moins bien. J'ai moins de chances d'être survivant 5 ans après. Ok. Et quand on regarde les résultats à la fin, qu'est-ce qui a prédit la survie des gens? Le fait qu'ils aient des métastases cérébrales ou hépatiques. Mais aussi puissant en termes de prédiction, le simple fait qu'ils aient dit 1 ou 2. J'y crois. Juste parce qu'ils ont dit j'y crois là, au temps zéro. Ils ont 65% de chances en plus d'être ici, survivants 5 ans après. Et au-dessus des autres. Hein? Donc, l'importance du regard, et vous êtes radiologue, vous avez vu des choses pas belles, mais vous ne condamnez pas la personne. Je vous assure que vous mettez les choses sur les bons rails. Et à votre place, simple radiologue, vous avez peut-être enclenché toute la bonne mécanique. Alors, tout ça, tout ce qu'on vient de montrer, il y a beau avoir, entre guillemets, qu'une intervention non médicamenteuse, qui implique plein de choses, ce qui fait que je ne sais pas ce qui a fait quoi. C'est embêtant, hein. Qu'est-ce que je vais rembourser dans le programme? Le sport? L'atelier nutrition? Hein, c'est ce qu'on me disait à une thèse de médecine. J'avais des étudiants qui venaient à ressources, qui présentaient leur truc, et dans le jury, il disait, mais qu'est-ce qu'on va rembourser dans le programme? Eh bien, tout, les gars. C'est le programme qui fonctionne. Et chacun va y trouver ce qui lui convient le plus. À la fin de l'année, il y en a un qui dit, j'ai perdu 13 kilos, toute ma famille, on mange différemment, ils sont tous contents, c'est la fête à la maison maintenant. L'autre, il dit, j'ai un autre regard sur la vie. L'autre qui dit, maintenant je fais du sport tous les jours. Je fais de la natation, je ne faisais jamais. Je fais des kilomètres maintenant. Voilà, chacun va trouver sa pierre, mais en tout cas ici, vous avez répertorié ce que la science a démontré. Je ne vais pas vous faire le cours. Mais la compliance au traitement, je vous l'ai dit, on le sait déjà. L'amélioration des comportements de santé est impactée avec ces différents registres. La gestion du stress. Là, en vous montrant ces différents chapitres, je suis en train de vous expliquer que si quelqu'un fume et continue à fumer parce qu'il ne peut pas s'arrêter, sinon il est hyper stressé, et c'est pas grave, s'il apprend la gestion du stress, il va impacter son pronostic. S'il réduit sa façon de fumer, c'est encore mieux. Mais c'est déjà très bien. Donc il y a plein de choses ici. Tout ça, à eux seuls, impacte le pronostic. Et ce qu'il n'y avait pas dans le truc de Barbara Andersen, rajouter la dimension essentielle, le fait d'être en lien, de ne pas être seul, de donner du sens et de l'espoir. Donc quand on a ces études-là, c'est intéressant, effectivement, et ça pose des choses clairement. Je fais un traitement alternatif et je compare à des gens qui font un traitement conventionnel, la réponse est super claire. Là, c'est cancer du sein, poumon, côlon, prostate, c'est des cancers les plus fréquents. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde des gens qui font traitement conventionnel, pas conventionnel? On a 2 fois plus de décès chez ceux qui restent sur l'alternatif. Et si je parle de cancer du sein et de côlon, c'est 4 à 5 fois plus de morts. C'est clairement moins bien. On est d'accord? Mais, méta-analyse 2019, qui répertorie 12 études au monde qui ont été faites, qui répertorie une approche comme celle de Barbara, comme celle de David Spiegel. Je soutiens, j'accompagne les patients pendant les traitements.
je les accompagne et je les aide à améliorer leur qualité de vie de façon durable. Ça, c'est le critère premier. Si c'est le cas, effectivement, que j'y suis arrivé, il va se passer quoi? En moyenne, j'améliore la survie de 29%. En moyenne. Parce que croyez-moi, sur les programmes, il y a des efficacités encore bien sûr meilleures. Mais 29% au moins. Donc, on a publié ça, nous. Et on a fait ce travail, et en se disant, c'est pas la peine de refaire ce qui a été fait. On va juste le mettre en pratique. On va le proposer aux gens, pour tout le monde, en dehors d'essais thérapeutiques. Et pour tout le monde, pas que les femmes atteintes de cancer du sein, pour les gens touchés par le cancer. Voilà, on est fiers de notre publication, je vous invite à la voir pour les médecins. Elle est peu connue, parce qu'elle est sortie en plein Covid, donc c'était l'indifférence générale pour le cancer. Et donc on l'a publiée avec les plus grands noms, c'est-à-dire les 2 plus grands psycho-oncologues au monde, David Spiegel, Barbara Andersen. On a quand même comme co-signataire Jean-Yves Blé, qui est le directeur du centre anticancéreux de Léon Bérard, qui a été président du pendant de l'ASCO, c'est-à-dire l'organisation européenne de la cancérologie. Donc voilà, on a vraiment des grands noms. Et donc c'est un article qui fait acte, parce que c'est la première fois en France qu'on démontre qu'on peut mettre ce type de programme à disposition de tous, en pratique. C'est le challenge maintenant. Maintenant que c'est démontré, c'est de le faire. Et donc ce modèle d'oncologie intégrative, nous on a décidé aussi de dire, puisque c'est comme ça, puisque Barbara et David, je ne sais pas qui c'est qui fait le mieux, on va faire les deux. Parce que finalement, si vous avez compris et suivi, Barbara, elle est plus dans une démarche cognitivo-comportementale, c'est-à-dire de savoir-faire, apprendre des compétences, et vous avez vu les résultats. Donc on apprend la gestion du stress, l'alimentation, mieux comprendre pour mieux agir, mieux bouger, mieux communiquer. Ouais, c'est sympa d'apprendre à communiquer avec un médecin, parce qu'il va vous couper la parole au bout de 30 secondes. Donc soyez prêts, préparés, pour poser des bonnes questions. Voilà, c'est important, et pouvoir créer une alliance thérapeutique avec le médecin. Une bonne boîte de chocolat, calisson. Encore mieux, huile d'olive, c'est bio, hein. Confiture maison, effectivement, c'est bien ça. Et puis on fait ce programme où on implémente aussi le savoir-être. Et on va travailler, aider les patients à devenir plus forts, effectivement, plus capables de mobiliser ce monde autour d'eux pour qu'il soit plus efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, améliorer l'expression de ses émotions, à sortir de sa carapace. Le cancer, c'est un crabe, hein. Il vous met dans une carapace. Il vous faut la rompre. Les changements d'image de soi, apprendre des techniques, de l'auto-hypnose pour mieux gérer la stress, la douleur, les nausées, etc. Voilà. Et on va travailler ça. On est des êtres humains. On a une condition humaine. Et une réalité, c'est qu'on est mortel. Autant en parler pour être plus serein avec ça. Établir un projet de vie, parce que derrière, effectivement, cette peur, il y a un vrai désir de vivre, d'accomplir des choses. Voilà. Donc là, ce que vous avez vu, c'est que ce programme, ce n'est pas une personne qui le fait. Hein. On n'a pas un super machin. C'est des psychologues, des intervenants. C'est une dynamique qui se met en place autour du patient et qui cherche à le mobiliser pour que lui-même aille chercher ces ressources-là en lui et qu'il apprenne à trouver les ressources autour. Mais il n'est pas question de choses toutes seules. Il n'est pas question de magie. Avec un coup de baguette, il y a un truc qui fait tout. Donc clairement, l'oncologie intégrative qui se retrouve ici, là au milieu, à la croisée des chemins de toutes les voies de médecine, si on prend la définition de... je termine, effectivement. Si je suis dans une approche alternative, j'ai une perte de chance, c'est clair. Si je ne fais pas ça. Mais si je ne fais pas l'intégratif, c'est une perte de gain de chance. L'OMS nous le disait, hein. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Ce qui manque quand même, encore une fois, c'est de élever le débat, hein, et de bien dire l'être humain, avec ses dimensions existentielles aussi. Parce que c'est ça qui se passe quand à l'annonce d'un cancer.
J'insiste parce que ce n'est pas encore bien entré dans la conscience collective. Un trauma, aujourd'hui on comprend à peine ce que vivent les gens qui ont vécu la pédocriminalité. On comprend à peine pourquoi tu ne te rappelles pas, ça fait 20 ans et tu ne te rappelles pas. Eh oui, j'étais obligé de me protéger. Parce que si je parlais, plus personne ne m'écoutait. Et j'avais 10 ans. Je ne pouvais pas rester tout seul. On est des êtres de relation. On ne peut pas rester seul. Et là, quand on a un cancer, c'est un traumatisme. Et on peut espérer qu'on ne soit pas seul. Parce que, vous voyez, c'est moins fou, c'est moins dur, c'est moins insupportable à deux. Ça, c'est une image montrée par David Spiegel, un mois après l'attentat du 11 septembre, au congrès de psycho-oncologie de Caen. C'est des femmes qui ont dit, juste avant, là, une semaine avant, un groupe de parole, on a l'impression, pour nous, c'est ça qu'on vit. À l'annonce du cancer, on a compris que c'était un avant, un après. Et que ce ne serait plus comme avant. On est touché dans son être entièrement, et dans son monde et ses relations. Voilà. Et si on veut poser et parler d'oncologie intégrative, on doit le mettre dans le panier. Ce n'est pas qu'une approche complémentaire qui s'ajoute à la médecine. Ça va tout changer. Parce que ce qui est au centre de tout, c'est ça. La peur. Ce n'est pas que le stress, c'est la peur. Avec, au début, à l'annonce, c'est ça qui est en premier, la dimension existentielle. Et ça, c'est, quelle que soit ma religion, quel que soit mon pays, quel que soit mon sexe, quel que soit mon âge, tout le monde, que je sois un Esquimau, quelqu'un d'Afrique du Sud, ou un Européen, quand je suis confronté à quelque chose qui met en danger mon intégrité, tremblement de terre, fait de guerre, attentat, il y a des différences, bien sûr, après dans les symptômes, mais c'est ça qui se passe, un trauma. Mais un trauma qui vient nous questionner, qui nous fait plonger, c'est nous qui le vivons à l'intérieur, qui nous fait plonger dans « je suis conscient que je suis vulnérable, je suis mortel ». C'est une réalité. L'épée de Damoclès, je sais qu'elle existe. Ce n'est pas juste un concept. Et qui fait me plonger, on va en parler avec Laetitia et Chantal après, la culpabilité, l'impuissance. Et ça, ce sont des données qui ne sont pas psychologiques, purement. Ça va au-delà. Que peut un psy face à la mort ? Il a des outils pour ne pas se faire piéger par la psyché. Il va pouvoir certainement nous accompagner mieux que d'autres, mais ça n'est pas un problème psychologique que d'avoir peur de la mort. Et puis, c'est la dimension sociale. Là, il faut rentrer dans la réalité. On n'est pas que des êtres, des esprits, on est vraiment aussi incarnés, et du coup, il y a la réalité. Je vais devoir travailler ou pas ? Que va devenir mon couple, mon association, ma sexualité ? C'est une réalité, ça. Je serai confronté directement à ça. J'y vois plus clair. Il faut pourtant penser et choisir. Et j'y comprends rien. Il y en a qui disent qu'on peut prendre les antioxydants, d'autres pas. Il y en a qui me disent qu'il faut vous opérer tout de suite. Les autres qui disent qu'il faut faire d'abord la chimio. Pourtant, je croyais que tout le monde était d'accord. Et il faut voir clair et donc décider. Et puis, je suis submergé par les émotions. Alors, dès que j'ai mal quelque part, je ne dors pas de la nuit. C'est le cancer qui revient, c'est sûr. Et puis il y a la réalité d'un corps qui souffre par la maladie elle-même, éventuellement par les traitements qui vont me rendre bien malade, me faire réaliser que mon corps est malade. Donc il y a tout ça. Qui peut prétendre résoudre tout ça, tout seul ? Et j'en ai rencontré, mais ils ne sont pas rentrés dans ressources. Parce que, non, ceux qui se prennent pour Dieu, non, ils ne viennent pas ressources, parce qu'on a bien compris que seul on ne pouvait pas faire face à tout ça. Tous ces problèmes incroyables, ça demande beaucoup de compétences, beaucoup d'aide. Il faut prendre son temps, un par un, on y arrive, mais pas tout seul. Donc, rien ni personne ne peut tout seul, c'est un constat. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont peur de ces approches complémentaires. Nous sommes bien conscients que ça ne peut pas se passer avec une technique. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà.
Donc mon message, le principal, je pense, vous l'avez compris, hein, c'est l'oncologie intégrative, oui, on peut le modéliser, vous avez vu la définition de départ, mais c'est quand même avant tout une posture, une vision et un vrai changement de paradigme qui reconnaît que la santé de l'être humain, ce n'est pas qu'un corps physique, c'est aussi un corps énergétique, une vitalité. C'est un corps psychique, émotionnel, un corps mental, une dimension spirituelle. Et ça, si on accepte d'entrer là-dedans, c'est juste merveilleux et une promesse incroyable, parce que ça va modifier tout, d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur la personne. Et il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous, incroyables, vous avez vu les résultats, hein, et où chacun va se trouver participant. Chacun va trouver sa place. Tout le monde a sa place. Peut trouver et comprendre et accepter que oui, on est participant à quelque chose de bien plus grand que nous. Je voudrais remercier particulièrement Ahmed, parce que je ne suis pas un très bon... Je parle, mais pour écrire et mes trucs, je suis comme un docteur, hein, illisible. Donc heureusement qu'il a été là pour que les diapos soient lisibles, clairs, jolis. Jessica, pour cette magnifique illustration. Et puis je voudrais remercier particulièrement mon épouse, parce que... Parce que ce que j'ai réussi à vous dire là, sans elle, elle était comme un coach. Elle est orthoptiste de formation, mais elle a exercé toutes ces années, 30 ans avec moi, à redresser mon regard. Le principe est simple, hein, mieux comprendre pour mieux agir, donner des clés aux patients, à l'entourage et aux thérapeutes. Et on veut un discours commun. Alors on met 2 niveaux de lecture parce qu'il y a des références scientifiques qui sont données, pour les patients inutiles, mais pour les thérapeutes très intéressantes pour appuyer leur pratique, hein, pour que vraiment ils voient que c'est factuel et étayé par la science et que du coup c'est sans danger. Donc c'est essentiel, je trouve, ces rencontres, qui sont aussi un moment fort de rencontre, de partage. C'est une journée qui est particulière, parce que c'est pas que de l'info, c'est vraiment aussi un moment de rencontre. Pour nous, même les orateurs, hein, on apprend des choses en écoutant les autres orateurs. C'est vraiment un échange d'informations. Donc la journée est terminée, on a été plein toute la journée. Il y avait pratiquement 500 personnes sur la journée, matin comme après-midi. Une intensité qui ne s'est pas relâchée, on a su prendre des moments de pause pour respirer, mais globalement, des infos remarquables pour les patients. On a senti des gens captivés, les orateurs me disaient tout à l'heure, il y avait une qualité d'écoute qui n'est pas fréquente. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, il n'y avait quasiment aucun bruit. Il y avait une écoute vraiment attentive, alors que les interventions étaient de au moins 1 heure à chaque fois, voire plus. Donc les orateurs avaient cette telle qualité ils maîtrisent tellement leur sujet, ils arrivaient aussi à mettre de l'humour, dans des temps de respiration, où on prend de la hauteur. Si on arrive à rire, c'est parce qu'on arrive à prendre de la hauteur. Et donc je pense que c'était pas jamais anxiogène. Ou s'il y a un moment d'angoisse sur une information qui fait peur, il y avait la solution donnée derrière. Donc c'est ça l'important, poser des informations, mais derrière des solutions, pas être dans la peur. Voilà. Donc une vraie journée où clairement on était résolument tourné vers le bien. Pour lutter contre le mal, tourne-toi résolument vers le bien, c'est l'adage chinois. C'est une journée qui était pour ça.